au titre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion de l'élection du président de la République. Le collège électoral est convoqué le dimanche 29 juin 2018 sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali à l'effet de procéder à l'élection du président de la République. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, un second tour de scrutin aura lieu le dimanche 12 août 2018. La campagne électorale à l'occasion du premier tour est ouverte le samedi 7 juin 2018 à 0h. Elle est close le vendredi 27 juin 2018 à minuit. La campagne électorale à l'occasion du second tour, s'il y a lieu, est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Elle est close le vendredi 10 août 2018 à minuit. Le projet de décret adopté est initié en tenant compte des exigences constitutionnelles et des délais fixés par la loi électorale en matière de convocation du collège électoral, d'ouverture et de clôture de la campagne électorale à l'occasion de l'élection du président de la République. Un compte rendu de Agali Agissa. Au centre du processus électoral, les responsables du département de l'administration territoriale et de la décentralisation assurent que l'élection présidentielle du 29 juillet sera tenue à la date indiquée. Confirmation faite lors de cette conférence de presse animée par le secrétaire général du ministère en question. Je peux vous affirmer à la date d'aujourd'hui, tous les actes législatifs et réglementaires devant encadrer le scrutin sont prêts et ont été publiés. Le collège électoral a été convoqué depuis le 28 avril et la campagne électorale est prévue pour le 7 juillet 2018. Travaillons ensemble afin que ce délai constitutionnel soit respecté. M. Maïga s'est également apaisanti sur le motif de la relecture de la loi électorale du 17 octobre 2016. La délivrance d'une carte électorale, la sécurisation du bulletin de vote sont entre autres innovations signalées. Première innovation, c'est que la loi 2016 avait prévu le vote des forces armées et de défense avant les autres. Mais à l'épreuve, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus compliqué. Donc il fallait sortir cette disposition de la loi électorale. Il n'y avait pas de commission de centralisation prévue pour les référendums. Il fallait le prévoir. Et il n'y avait pas de délai donné au ministre de l'administration territoriale aussi pour proclamer les résultats du référendum. Si le référendum a eu lieu un dimanche, il faut bien que, au plus tard vendredi, que les Maliens sachent dans quel sens ils ont voté. Compte tenu de la mobilité des Maliens, on peut changer de résidence. Mais la loi ne disait pas en quel délai on doit tenir compte effectivement de ce changement. On a tenu compte de ça en disant 6 mois. 6 mois minimum. Le conférencier s'est également prononcé sur le parrainage des candidatures. Les candidats peuvent se faire parrainer par 10 députés ou 5 conseillers municipaux par région. Les questions des journalistes étaient relatives à la non-organisation des élections communales dans 56 communes en 2016, le rôle de la MINUSMA pour le bon déroulement des élections. Pour Baba Aman Maïga, dans les communes où il n'y a pas eu d'élection en 2016, les anciens conseillers ont gardé leur statut. Quant à la MINUSMA, elle est dotée d'un projet d'appui aux élections. Elle contribuera à l'acheminement des matériels et des agents électoraux. Je comprends, il y a des dispositions qui sont effectivement prises. Le secrétaire général du ministère va certainement en parler. C'est parmi les innovations majeures qui sont apportées à la loi électorale. C'est-à-dire la présence d'un assesseur de l'opposition et d'un assesseur de la majorité dans les 23 041 bureaux de vote. Okay. Donc, leur mandat, c'est de vérifier, en fait, l'identité de ceux qui rentrent dans le bureau de vote. Donc c'est pour dire qu'en fait, ils ne se feront pas des cadeaux si effectivement il s'agit d'un électeur qui vient avec la carte d'électeur de quelqu'un d'autre. C'est une innovation majeure. Et cette innovation sera appliquée dès absolument, le 28 ce sera appliqué. Et en plus de cela, dans tous les bureaux de vote,
il y a les listes d'émargement. Les listes d'émargement avec des photos suffisamment larges. Et là, j'en ai amené pour que les gens puissent comprendre. Là, ce sont les listes d'émargement qui sont déposées dans les bureaux de vote, qui doivent permettre à ces deux mandataires. Vous me le passez, pour que la caméra puisse. Aux deux mandataires de la classe politique, aux deux assesseurs de la classe politique, de pouvoir réellement authentifier, sinon en tout cas identifier au moins ceux qui viennent avec les cartes d'électeurs. Donc les mêmes photos se trouvent sur les cartes d'électeurs. Donc au niveau du Mali, on ne peut pas utiliser les cartes d'électeurs de ceux qui sont décédés. Ça, c'est le dispositif qui a été mis en place et qui ressort de l'innovation majeure qui a été adoptée dans la nouvelle loi électorale. Voilà, en fait, les deux grosses insuffisances. Vous l'avez dit très rapidement, nous sommes 8 462 électeurs. 460. Répartis dans 23 041 bureaux de vote. 23 041 bureaux de vote. La carte d'électeur, elle est désormais biométrique, monsieur le secrétaire général. Qu'est-ce que ça veut dire, carte biométrique? Ok, on va essayer d'expliquer ce que c'est que la biométrie. La biométrie, c'est tout ce qui est propre à un individu. Ça veut dire, Madame Mega, vous ne ressemblez pas peut-être à Madame Touré. Tant que pas le visage. Donc, si vous prenez l'élément visage, c'est un élément biométrique. On peut prendre l'iris, on peut prendre les empreintes digitales. Tout ça spécifie d'un individu à un autre. Voilà les éléments biométriques. Mais en ce qui concerne notre carte d'électeur biométrique, c'est uniquement basé sur la biométrie faciale. Ça veut dire, comme il l'a dit, les mêmes photos que vous avez sur la liste d'émargement, sur la liste électorale, c'est les mêmes photos que vous aurez sur les cartes d'électeurs biométriques et c'est les mêmes photos qui sont sur la carte NINA. Donc c'est les mêmes éléments en réalité que on pourra identifier l'individu rien que par son faciès. Monsieur Ba, vous trouvez cette innovation bonne? C'est-à-dire quelle innovation? De carte biométrique. Oui, bon, c'est une avancée. On n'est pas encore au vote électronique. Et comme on le dit, on est le vote aussi, il y a déjà un élément d'identification qui est un élément visuel. Et vous avez vu que sur les listes électorales, vous allez trouver les photos en petits caractères, mais sur la liste d'émargement qui va être dans le bureau de vote, vous avez des photos agrandies. On a le spécimen ici avec nous. Voilà, c'est-à-dire donc ça permet effectivement aux agents électoraux qui sont dans le bureau de vote de voir une personne, un électeur avec sa carte d'électeur et de pouvoir l'identifier sur la liste d'émargement. Et du général, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais juste compléter le secrétaire général parce que la question m'a été posée il y a juste 2 jours relativement à la carte biométrique. Comme il a si bien dit, la biométrie c'est une technique d'identification basée sur les analyses des caractéristiques morphologiques, biologiques, comportementales. Mais on a tendance à confondre la biométrie avec uniquement les empreintes digitales. Ce n'est pas ça. Et ici, dans le contexte malien, les photos, il y a la photographie faciale numérisée et qui permet aussi de faire même le dédoublonnage. En réalité, nous, au niveau de la délégation générale des élections, nous faisons le dédoublonnage sur la base vraiment des photographies faciales numérisées, comme il l'a si bien dit. Donc c'est un élément de la biométrie et c'est pour cela qu'on dit que la carte d'électeur est biométrique. Monsieur Ba, vous voulez continuer sur le même sujet? Oui, non, j'ai dit que c'est une avancée notable parce que bon, on avait sur la carte NINA, on avait souvent des difficultés. Parce qu'avec la détérioration des cartes NINA, qui étaient utilisées comme souvent pièces administratives, on avait souvent des difficultés d'identification de l'électeur. Bon, en plus du fait que la carte NINA n'avait ni le bureau de vote ni le centre de vote inscrit sur la carte NINA, parce que c'est un document administratif, ce n'est pas un document réservé spécialement pour le vote. D'accord. Bon, donc c'est une avancée et ça permet de mettre la confiance dans le système, parce que c'est ça qui est très important. Et nous allons aussi parler de ces cartes, de leur arrivée. Nous avons commencé à les réceptionner le 5 juin dernier.
Et c'est des cartes qui ont été faites à une imprimerie nationale de France. Est-ce que le gouvernement est satisfait de la qualité du travail? Ce sont des cartes, ces cartes sont-elles falsifiables, Monsieur le Secrétaire général? Nous avons reçu à la date d'aujourd'hui toutes les cartes d'électeurs biométriques. Toutes les cartes. Le premier lot est arrivé le 5, le deuxième lot le 12. Premier lot, je précise bien, c'est toutes les régions du Nord, c'est pour tous les Maliens de l'extérieur, c'est toute la région de Caille et une partie de la région de Ségou. Et le deuxième lot qui est arrivé le 12, c'est tout le reste du Mali. Très satisfait parce que pour la première fois, nous possédons des cartes d'électeurs sécurisées avec tous ces éléments. Au-delà de la biométrie, vous avez des éléments de garantie. Et quelle est la validité de ces cartes? C'est suivant le nombre de scrutins qui figurent. On les a configurés pour une dizaine de scrutins. D'accord. Voilà, d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens vont garder leur carte d'électeur jusqu'à expiration. Parce qu'à chaque scrutin, une croix est mise. Comme il l'a dit, c'était prévu d'ailleurs qu'on ait un élément avec le vote électronique. Lui-même, il éteignait systématiquement les casiers. Mais comme on n'est pas au vote électronique, donc ça sera mentionné à voter jusqu'à la fin des casiers se trouvant sur la carte d'électeur biométrique. Êtes-vous sûr que tous ceux qui ont des cartes NINA ou des fiches individuelles peuvent espérer avoir leur carte biométrique? En principe, tous ceux qui ont les cartes NINA doivent avoir la carte biométrique. Parce qu'il faudrait le préciser, c'est le numéro d'identification nationale qui est sur la carte NINA, c'est le même numéro que vous allez retrouver sur la carte d'électeur biométrique. D'accord. Mais par contre, ce n'est pas tous ceux qui auront les fiches individuelles d'enrôlement qui auront nécessairement la carte d'électeur biométrique. Et les fiches individuelles d'enrôlement ne font pas office de carte d'identité nationale. La loi est très claire. D'accord. En ce qui concerne le document de vote, c'est la carte d'électeur biométrique, pas un autre document. Exceptionnellement, comme on l'a dit, comme le prévoit l'article 210, exceptionnellement pour des cas prévus pour cause de force majeure, le ministre de l'administration territoriale peut prescrire la carte NINA comme carte d'électeur. Le principe, c'est la carte d'électeur biométrique qui est la carte d'électeur. Et quand vous en parlez déjà, l'article 210, je voudrais que vous le clarifiez un peu plus pour nos téléspectateurs. Dans quelles conditions on pourra voter avec la carte NINA? Et quelle est cette force majeure qui vous amènerait à donner l'autorisation de vote avec la carte NINA? Je remonte aux origines de l'article 210. Vous savez, Madame Maïga, le Mali de 2018 n'est pas comme le Mali de 92. En 1992, on a organisé les élections avec une loi électorale sans poser certains principes de précaution. Mais on est en 2018. Quelqu'un l'avait dit, il m'a dit, quand il est arrivé à l'aéroport de Bamako-Sénou, il avait beaucoup d'avions de l'aménagement. Et dès que vous avez les avions avec le pavillon des Nations Unies, c'est que quelque chose ne va pas dans un pays. Donc, on est obligé de tenir compte de ces principes de précaution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en cas de catastrophe, en cas de calamité, en cas d'événement exceptionnel, non imputable à l'administration, c'est-à-dire un événement qui se produit d'une manière soudaine, où l'administration ne peut pas prévoir ni sa survenance, encore moins ses conséquences, c'est ce qu'on appelle force majeure. Et quand ça survient, il faudrait faire quelque chose. Est-ce que dans ce cas, si un centre de vote, une commune, une localité perdait toutes ces cartes d'électeurs biométriques, est-ce qu'il fallait les pénaliser? Parce que simplement, elles ont perdu leur carte d'électeur biométrique. C'est le cas de Kenyeba, Monsieur le Secrétaire général, justement, les 88 000 cartes d'électeurs brûlées. Le cas de Kenyeba nous donne raison d'avoir prévu cette disposition de l'article 210. On a eu la chance. Kenyeba est arrivé peut-être un peu moins de 2 mois avant le scrutin. Imaginez si Kenyeba était arrivé une semaine avant. Qu'est-ce qu'on allait faire? Aujourd'hui, on a le temps nécessaire pour reprendre effectivement toutes les cartes de Kenyeba, ce qui a été fait. Les cartes de Kenyeba sont déjà faites, disponibles? Sont déjà commandées
elles sont en voie d'acheminement à la date d'aujourd'hui. D'accord. Et comme vous l'avez bien dit, si réellement on n'avait pas prévu ce cas de force majeure et que le cas de Kéréba survenait une semaine avant, c'est là où le ministre de l'administration territoriale allait prescrire la carte NINA comme carte d'électeur. Mais en réalité, cet article 210, c'est que beaucoup de gens n'ont pas compris. Ce n'est pas l'article lui-même qui gênait. Ce qui gênait beaucoup de gens, c'est surtout le fait que le ministre de l'administration territoriale était le seul à constater cette force majeure. Nous sommes en train de discuter avec la classe politique pour encadrer ce cas de force majeure. D'accord. Merci, monsieur le secrétaire général. Je pense que nous avons eu assez d'informations et rassurés par rapport à Kéniéba. En tout cas, 88 000 votants, ce n'est pas rien. Je vais donc me tourner vers la CENI. Comment se passe la collaboration avec les institutions du processus électoral, notamment le ministère et la DGE, monsieur le président, et aussi la Cour constitutionnelle? Oui, merci. Nous avons effectivement au niveau du ministère de l'administration territoriale ce qu'on appelle le comité de pilotage, qui est en réalité la structure qui pilote les élections dans leur organisation. Et nous sommes observateurs, la CENI observatrice auprès de ce comité de pilotage. Nous sommes représentés par deux membres de la CENI qui assistent aux réunions, qui ne sont pas partie prenante aux décisions qui vont être prises, parce qu'on ne peut pas juger partie, mais qui peuvent observer, qui peuvent être au courant de tout ce qui s'y passe. Et au-delà de ça, nous avons un cadre de concertation entre le délégué général aux élections, entre le ministre de l'administration territoriale et le président de la CENI. Bon, nous le faisons parce que, pressé par le temps, on est en train d'évoluer dans un mouchoir de poche. En ce qui concerne le facteur temps, alors nous avons jugé utile d'accompagner, de se donner des conseils pour avancer vite, pour éviter toujours les écueils, pour être obligé de reprendre. Facteur temps, je ne vous suis pas parce que cette date, elle est connue depuis 5 ans. La date du 29 juillet, je veux dire. Oui. Oui. Alors, pourquoi ce facteur temps est intervenu? Qu'est-ce qui... Non. D'où est venu le doute? Non, moi je n'ai pas dit que... Parce que le collège électoral a été convoqué conformément à la loi. Oui. Alors, mais il faut voir, ce qui est évident, le fait de changer la carte NINA en carte d'électeur a été quand même pas décidé dans un temps requis qui nous aurait permis de mettre à la disposition des électeurs une carte d'électeur peut-être 6 mois avant les élections. Je vous comprends maintenant. Voilà. Donc, le gouvernement a mis un peu de temps à décider. Et quand ça a été décidé, donc il fallait quand même y aller. Parce que tout le monde, c'est la volonté de la classe politique notamment, qui avait institué la carte NINA pour remplacer les cartes d'électeurs avant, parce que nous on avait des cartes d'électeurs avant. Maintenant, c'est la classe politique qui a décidé, avec effectivement le gouvernement, d'aller à la carte d'électeur qui est vraiment un document électoral. Et quelle est l'implication de cette classe politique dans le processus de préparation de l'élection? Nous poursuivons avec M. Ba pour partir vers les deux autres. En plus de ce comité de pilotage, il y a ce qu'on appelle le cas de concertation. Monsieur le secrétaire général, parlant donc de la transmission diligente des résultats sur Bamako, comment vous prévoyez cela vu le contexte d'insécurité dans certaines zones? Rassurez-vous, Mme Maïga, toutes les dispositions sont en cours pour sécuriser toutes les opérations électorales. Avant le vote, pendant le vote et après le vote. Parce que comme vous l'avez si bien dit, tout juste après la fermeture du bureau de vote, c'est-à-dire les résultats du bureau sont connus, la loi dit, le récépissé est là, distribué. Le PV du bureau de vote, c'est en 5 exemplaires. L'assesseur de la majorité prend un exemplaire, l'assesseur de l'opposition prend un exemplaire est envoyé au niveau de la commune, un autre exemplaire est envoyé au niveau de la DGT et le dernier exemplaire est envoyé au niveau de la Cour constitutionnelle.
Donc immédiatement, dès la clôture des opérations, le compte à rebours commence. D'accord. C'est-à-dire le président du bureau de vote est tenu de faire remonter, soit directement au niveau du préfet, soit par le canal du sous-préfet, pour que tous ces PV puissent arriver à destination. D'accord. Voilà. Nous avons donc parlé du fichier électoral, de la carte biométrique, des missions qui vous sont assignées. Dites-nous à présent le bulletin de vote qui a été retenu pour cette élection. C'est le bulletin unique ou multiple? Lequel c'est? Cette année, c'est un bulletin unique. Unique au premier tour, unique au deuxième tour. Unique, au début, on avait pensé. Un peu Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a la chance d'avoir une trentaine de candidats au premier tour, on aura sur un seul document les 30. La photo des 30 candidats. Les 30 candidats. D'accord. Et comme là, le dit au deuxième tour, seuls les 2 arrivés en premier sont retenus, donc les 2 seront sur le même bulletin. D'accord. Donc bulletin unique au premier tour et bulletin unique au deuxième tour. Et pourquoi ce choix? Ce choix, parce que simplement, on s'est rendu compte qu'avec le bulletin multiple, dans le temps, les gens avaient eu le temps de tricher. Mais cette fois-ci, avec les innovations de la loi électorale, permettez-moi de vous expliquer tout ce qui a été pris comme garantie pour réduire, sinon éliminer toute possibilité de fraude à ce niveau-là. Le bulletin provient d'un carnet à souche, numéroté, c'est-à-dire chaque bulletin a un numéro. Et le bulletin de vote, le bulletin, il est lié à un bureau de vote. Ça veut dire que ce bulletin-là, de tel bureau, je prends un bureau quelqu'un, numéro 4 de Nyarela, ne pourra pas servir dans le bureau numéro 5 de Nyarela. Donc il est lié au bureau de vote. D'accord. Ce bulletin, dès qu'on lui tire du carnet à souche, il est signé par l'assesseur de l'opposition. Il est signé par l'assesseur de la majorité. Ça trouve qu'entre-temps, le président du bureau de vote aussi a signé. C'est ce bulletin que l'électeur va prendre pour effectuer son vote avec. Et les partis politiques ont été associés à ce choix? Justement, les partis politiques, j'ai bien dit, l'opposition et la majorité ne sont conseillés par les partis politiques. Oui. Les partis politiques, dès la rencontre des 1er et 2 mars, les partis politiques ont un grand rôle à jouer. Prenons l'emplacement des bureaux de vote. Les partis politiques sont consultés pour fixer l'emplacement du bureau de vote. La gestion du bureau de vote. Sur les 5 assesseurs, les 2 doivent prévenir de l'opposition et de la majorité. Et les 2 assesseurs de la majorité et de l'opposition ont un rôle fondamental à jouer. Le général Chaka l'a rappelé, le président de la délégation aux élections, c'est que l'identification des électeurs est faite par les 2 assesseurs. De 2 aussi, ceux qui n'ont pas pu enlever leur carte d'électeur au moment de la distribution, ces cartes d'électeurs vont se retrouver au niveau du bureau de vote. Ce sont eux qui sont chargés aussi de la remise des cartes d'électeurs le jour du scrutin. Parce que la loi dit que celui qui n'a pas de carte d'électeur n'est pas admis à pénétrer dans le bureau de vote. Monsieur le secrétaire général, vous avez évoqué la distribution. Comment et quand va commencer la distribution et quels sont les critères pour être en possession de sa carte d'électeur? Avant de fixer la date qui est en réalité le 20 juin. Le 20 juin, Inch'Allah, la distribution des cartes d'électeurs va démarrer sur toute l'étendue du territoire national. Permettez-moi de rebondir sur la question précédente en disant pourquoi nous avons retenu opposition et majorité. Les bases du droit constitutionnel classique, c'est sur l'opposition et la majorité. Peut-être au Mali que vous avez le centre, les non-alignés, et même il y a des gens qui ne relèvent ni du centre, ni de non-alignés, ni de l'opposition, ni de la majorité. On ne peut pas tenir compte de toutes les spécificités. D'accord. Donc, nous nous basons sur les grands ensembles, c'est l'opposition et la majorité. C'est ce qui reconnaît le droit constitutionnel classique. La candidature indépendante au Mali. Je suis parfaitement d'accord. Oui. Vous savez, c'est pédagogique. Bon. Il faut amener les gens améliorer, quoi. et surtout à se retrouver au niveau des partis politiques. Parce que les partis politiques, au-delà de la candidature, ont quand même un rôle à jouer de formation des militants. On n'exclurait pas donc ces soi-disant centristes ou
ou je ne sais pas, qui sont ni de gauche ni de droite. Peut-être à l'avenir, comme le président de la CENI l'a dit, on aura le temps d'en tenir compte. Mais pour le moment, la loi est très claire. C'est l'opposition et la majorité. C'est les deux qui sont reconnus. D'accord. Ok. Alors parlez-nous de la distribution des cartes. La distribution des cartes d'électeurs, nous l'avons dit, la carte d'électeur biométrique contient des données personnelles. Et la loi protège les données personnelles. D'accord. Et ces données, compte tenu de la protection de ces données personnelles, on ne peut pas remettre la carte d'électeur biométrique de quelqu'un à une autre personne. On ne peut pas remettre la carte d'électeur biométrique de Mme Mega à son époux. Comme on ne peut pas remettre la carte d'un jeune de 22 ans à son père, ou à son chef de fraction, ou à son chef de village. Elle contient du moins la carte d'électeur biométrique des données personnelles. En principe, la carte d'électeur biométrique est remise à l'intéressé à partir des documents d'identification. Et à ce jour, nous avons toutes les cartes. À la date d'aujourd'hui, nous avons reçu toutes les cartes. D'accord. Toutes les cartes d'électeurs biométriques des 8 462 Maliens. Et les distributions se feront à partir du 20 dans des centres déterminés au niveau de chaque commune par les différentes commissions dirigées par le sous-préfet. D'accord. Parce que c'est le sous-préfet qui est au centre de la distribution des cartes d'électeurs. Voilà ce que dit la loi. D'accord, monsieur. Alors, pour terminer, nous sommes presque à la fin. Vous êtes étonné, monsieur Ba? Vous voulez qu'on continue? Non, mais c'est bon. Le débat est très intéressant. Oui, bon, vous savez. Non, j'ai une dernière question. Oui. Par rapport aux contraintes temps que vous avez évoquées. Est-ce que vous avez des propositions à faire pour que tout se passe bien à la date du 29 juillet 2018? Bon, vous savez, moi, bon, je ne dirais pas que je n'ai pas d'inquiétude, mais nous savons déjà que depuis 2017, comme l'a dit le secrétaire général, le matériel électoral est déjà sur place. D'accord. A été acquis, les cartes d'électeurs sont arrivées, et vont être distribuées. On aura au moins 30-35 jours pour distribuer ces cartes d'électeurs. Et toutes les personnes qui sont intéressées au vote iront chercher leur carte d'électeur. Je pense qu'il faut que les gens partent chercher la carte d'électeur parce que c'est l'électeur, le citoyen est un attribut, l'élection est un attribut de la citoyenneté. Donc il faut que les gens en prennent conscience et je l'ai dit, le droit au vote est un droit acquis depuis des années, des millénaires. Ben, ça a été acquis, nous on a comme ça, comme cadeau. Mais ceux qui en connaissent la valeur savent que c'est le bulletin qui fait changer les choses dans un pays. Il faut que nos citoyens en prennent conscience et aillent chercher leur carte d'électeur. Ceux qui ne sont pas inscrits, qui n'auront pas leur carte d'électeur, c'est parce qu'ils ne sont pas inscrits. Alors il faut qu'ils se réveillent pour les prochaines révisions des listes électorales, qu'ils aillent pour se faire inscrire. Notamment les nouveaux majeurs, général Sangaré. Voilà. Bon. Les nouveaux majeurs. Donc, moi, je dis que les nouveaux majeurs, effectivement, aillent se faire enrôler avant de se Monsieur Bakarmi. Oui. Moi, j'appelle effectivement tous les électeurs à aller chercher leur carte d'électeur. Les cartes sont disponibles et je pense qu'il n'y aura pas de cas de force majeure à gérer. On le souhaite bien. Bon, mais ce sera ça pour que tous les Maliens sachent que nous avons un pays déjà qui a sa fragilité et il faut que tout le monde contribue à ce que nous organisons des élections transparentes, crédibles et apaisées. Ça doit être le souci de tous les Maliens parce que c'est ça qu'on doit vouloir pour notre pays. Ça l'est, c'est le souci de tous les Maliens, n'est-ce pas, le général Serassa? Oui, absolument. Et relativement à votre question portant sur
les contraintes. C'est vrai, dans le processus électoral même est toujours marqué par des contraintes de délai, même si on s'y prend le plus souvent très tôt. Mais dans le contexte malien, il y a eu un problème spécifique, comme il a si bien dit le président de la CENI, c'est la confection et la personnalisation des cartes d'électeurs. Parce que les cartes d'électeurs devraient être en fait imprimées sur la base du fichier audité. Et le fichier audité devrait être audité après la révision exceptionnelle. Vous voyez un peu. Et ensuite, mieux, il fallait également adopter la loi. Mais je vous assure que la loi a été adoptée quand nous étions en train de faire l'audit du fichier électoral. Et donc, on avait de grosses contraintes. Mais Dieu merci, aujourd'hui, ces contraintes-là sont complètement dissipées. Et par rapport, en tout cas, aux cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs, comme il a si bien dit, sont là. Tout le monde s'est impliqué. La CENI, la délégation générale aux élections et le ministère de l'administration territoriale, nous nous sommes tous impliqués pour que réellement nous puissions surmonter ce défi qui est aujourd'hui, en tout cas, derrière nous. Parce que les cartes d'électeurs sont là, il reste tout simplement la distribution. Monsieur le secrétaire général du ministère, le ministère des élections, on peut l'appeler ainsi aussi. C'est bien ça. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette dernière question, les contraintes temps Le contrainte temps ne relève pas de l'organisation ni des structures partenaires du ministère de l'administration territoriale. Ce contrainte temps joue surtout sur la volonté de l'électeur, du citoyen malien, de se dire le 29 juillet 2018, je dois exercer mon pouvoir de suffrage. Ça veut dire qu'il doit se donner la peine d'aller chercher sa carte. Et s'il veut voter, même s'il ne se déplace pas pour chercher sa carte, le 29 juillet, il aura sa carte dans son bureau de vote. Donc l'essentiel, c'est qu'il se dise lui-même qu'il se déplace effectivement pour exercer son pouvoir de suffrage. Un autre défi, qui est un défi majeur pour nous, on a l'habitude de le rappeler. Vous savez, aux élections de 2013, celui qui est arrivé troisième aux élections, après le premier tour, c'était les bulletins nuls. D'accord. Les bulletins nuls, on a eu plus de 400 000 bulletins nuls en 2013. Donc l'autre défi, c'est la formation des agents électoraux. Les agents électoraux bien formés, on pourra réduire au minimum ces bulletins nuls. Cet aspect relève de la CENI, du ministère ou des deux? Du ministère, Du ministère de l'administration territoriale, nous avons déjà commencé la formation des formateurs. D'accord. Nous l'avons bouclé pour les régions de Koulikoro, pour la région de Koulikoro, pour la région de Ségou. En principe, dès demain, ça sera Ségou, Kaï, Mopti. Pour les madins de l'extérieur, ça sera en début juillet pour la formation des formateurs. Et ce sont ces formateurs qui vont démultiplier les formations pour former les agents électoraux. Donc des agents électoraux bien formés, nous sommes sûrs du succès de l'élection présidentielle pour le 29 juillet. Le général veut ajouter quelque chose? Je voudrais juste ajouter à ce que le secrétaire général du ministère de la bien dit, que les citoyens ne sont pas suffisamment éduqués. Donc, non seulement il y a l'éducation civique qui vise à favoriser la participation des citoyens, mais également il faut une éducation électorale très solide pour que les gens puissent aller voter correctement et en connaissance des causes. Donc, en plus de la formation des agents électoraux, il faut absolument une éducation électorale très poussée. On ne peut pas occulter dans cette éducation le rôle des partis politiques. Parce que c'est les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage. Et c'est eux qui font mobiliser les électeurs. D'accord. Alors, j'ai dit, il est de la responsabilité des partis politiques, surtout dans un pays où l'État finance les partis politiques. Bon, excusez-moi, ce n'est pas pour aller payer des rentes ouverts, mais c'est pour travailler sur le terrain. Alors, il faut que les partis politiques prennent cette responsabilité. On ne peut pas tout jeter à l'administration territoriale. Ils ont un rôle à jouer. C'est la formation de citoyens. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Un autre défi. Monsieur Maïga, le dernier défi. Sécuritaire. Ah oui, le plus important. Le plus important. Oui. Et l'État est en train de jouer sa partition. L'État est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que le 29 juillet, tous les bureaux de vote puissent être ouverts, afin que les citoyens puissent voter effectivement en toute tranquillité dans ces bureaux de vote. Voilà l'un des défis majeurs. Et ensuite, un autre défi, que les partis politiques, les candidats,
acceptent d'avoir confiance aux structures organisatrices. Ah oui, ça c'est important. Et que, effectivement, tout le monde se dise une élection, c'est d'abord une histoire de partis politiques, de candidats, avec des arbitres qui sont les organes, les structures qui sont là. Mais l'arbitre principal, c'est le peuple malien. Qui a son pouvoir de suffrage, c'est lui qui choisit. Tant qu'on n'a pas cette conception des élections, on force le jeu. Donc c'est l'un des défis. Donc comprendre, comme le président Lassini a eu à le rappeler, c'est le rôle des partis politiques. D'expliquer aux Maliens que nous aurons le 29 juillet 2018 à une kermesse électorale. J'aime le dire, chaque fois, nous n'allons pas dans une bataille de Fadéa. Nous irons plutôt dans une histoire de synagogue, où on peut se taquiner. L'essentiel pour nous, c'est que le 29 juillet, qu'on ait un président de la République, un nouveau, ou qu'on confirme l'actuel président de la République. Voilà ce qui est demandé aux Maliens pour le 29 juillet, au cas où on ne partageait pas les candidats le 29 juillet, rendez-vous sera donné pour le 12 août 2018, Inch'Allah. Pour le second tour. Merci, monsieur. Par rapport à l'éducation électorale, en tout cas ici à l'ORTM, vous pouvez compter sur nous à travers ce genre d'espace. Nous allons nous y atteler avec nos différents journalistes en langue bamana notamment, si tout vient. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Vous avez eu, nous l'espérons, assez d'informations sur les préparatifs du scrutin du 29 juillet prochain. Je remercie donc nos invités pour les informations précieuses dont nous disposons désormais sur les préparatifs de cette élection. Merci à mes collègues de la direction de la télévision nationale qui m'ont aidé à préparer cette émission, et également à l'équipe technique dirigée par son réalisateur Diakari Dia Kone, à nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Merci pour la fidélité. Nous vous revenons très prochainement avec d'autres détails sur la présidentielle du 29 juillet 2018. À très bientôt. Et cette fois-ci, à la différence de la procuration pour voter, c'est la loi de 1964 qui s'applique pour le retrait de cette procuration. Donc il y a beaucoup plus d'autorité définie par la loi pour délivrer cette procuration. Donc le mandat donne une première procuration pour enlever la carte d'électeur et il donne une deuxième procuration s'il le veut pour voter à sa place au mandataire. C'est les mêmes services qui rendent disponible cette procuration également? Je dirais l'un dans l'autre. Pour la première procuration, pour enlever la carte d'électeur, il y a beaucoup plus d'autorité habilitée à délivrer cette procuration. Par contre, pour exercer le droit de vote, on a rétréci le nombre d'autorités de délivrance, de légalisation. Voilà la différence entre les deux types de procuration. Mais pour tous les citoyens maliens inscrits sur les listes électorales qui désirent exercer ce droit de vote, doit d'abord délivrer, s'il n'est pas en position de reprendre sa carte d'électeur bureautique, il doit d'abord délivrer une première procuration et une deuxième procuration sur le désir pour voter à sa place à un mandataire. À ce stade de la distribution des cartes, avez-vous eu écho de cette démarche de demande de procuration pour le retrait des cartes? Nous avons été proactifs déjà dans l'instruction sur la distribution des cartes d'électeurs. Nous avons précisé aux différentes commissions et sous-commissions de distribution que tout citoyen malien peut effectivement délivrer une procuration dûment remplie pour entrer en possession de la carte d'électeur biométrique du mandat. Parce que je tiens à le préciser, nous sommes dans le domaine des données personnelles qui sont protégées. Nous ne pouvons pas remettre la carte d'électeur biométrique d'un électeur ni à son épouse quand c'est un homme, ni à son époux quand c'est une femme, ni au chef de famille, ni au chef de village, ni au chef de fraction. L'intéressé, s'il sait qu'il n'est pas en position d'entrer en possession de cette carte d'électeur biométrique, doit délivrer cette procuration. Comme nous sommes là avec vous, nous allons profiter pour que vous nous parlez un peu du point des préparatifs à ce jour de l'élection. Qu'en est-il des agents électoraux, les assesseurs et autres, où en êtes-vous? Je tiens à préciser d'abord que la loi a changé sur la composition du bureau de vote.
pas le nombre. On a toujours les 5, un président, 4 assesseurs. Mais aujourd'hui, la loi dit, pour les 2 assesseurs, il faudrait que ce soit un assesseur de l'opposition et un assesseur de la majorité. Et la loi dit aussi que le représentant de l'État n'est pas le seul. Au moment de désigner ces assesseurs, il doit consulter les partis politiques. Ces assesseurs jouent un rôle fondamental dans l'administration et la gestion du bureau de vote. Sous la conduite d'un président qui a de larges pouvoirs de police, qui a de larges pouvoirs d'organisation. Donc ces assesseurs doivent être suffisamment formés, parce qu'on a été clair, ils doivent savoir lire et écrire en français. Pour les besoins du rapport du procès verbal. Pour les besoins de remplissage du procès verbal, pour les besoins même d'administration du bureau de vote. Donc la loi définit des règles précises à la matière. Et les agents électoraux? Les agents électoraux, effectivement, continuent leur importance dans le dispositif. Vous savez, vous prenez tous ces acteurs, le ministère, l'ADG, la CENI, la Cour constitutionnelle, le jury J, tout ce monde-là sera lié par ces agents électoraux. Ce qui se passera dans le bureau de vote, c'est ce qui est l'élément fondamental. Donc tout ce que nous faisons pendant toute l'année, si le jour J, ça capote dans un bureau de vote, c'est comme si le travail reviendra à zéro. C'est pour cela que le ministère de l'administration territoriale a tiré les leçons de l'élection de 2013. Vous savez ce qui s'est passé en 2013? Non. Nous avons plus de 400 000 bulletins nuls. Pourquoi les bulletins nuls? Parce qu'on avait des agents électoraux mal formés. Et cette fois-ci, nous avons mis l'accent particulièrement sur la formation des agents électoraux, afin que les PV sortis de ces bureaux de vote soient des PV lisibles. Quel est le niveau minimum pour être agent électoral? On a demandé simplement, il faudrait que les intéressés sachent lire et écrire en français. C'est pour cela, à partir d'un certain moment, nous avons entrepris la formation d'abord des formateurs. C'est-à-dire qu'il y a des grands formateurs qui vont former d'autres personnes qui seront chargés de former les agents électoraux. Mais on s'est rendu compte que ceux qui sont chargés de former le plus souvent aussi sont des niveaux limités. Donc maintenant, on a mis l'accent sur ces grands formateurs. Même les membres du comité de pilotage, pour la première fois, vont descendre sur le terrain pour former directement les agents électoraux. Parce que comme je l'ai dit, le vote, c'est le bureau de vote. C'est là où se pose le vote. Et c'est là où, si ça capote, ça veut dire qu'on a toutes les chances à ce que les résultats de ce bureau-là soient annulés. Pour l'élection du 29 juillet, nous comptons combien d'agents électoraux? Prenez 5 personnes multipliées par 23 041, ça vous donne à peu près dans les 76 000 agents électoraux sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires. Nous sommes au terme de ce premier numéro de Face à Face. Merci donc à votre département, également à l'équipe technique conduite par Diakari Diakone. Nous vous retrouvons très bientôt pour d'autres entretiens Face à Face.